Parfait. La côtelette est une petite provocation puisque nous allons parler de la vie végétale. Et c'est très simple. Le livre sur lequel je vais m'appuyer, j'ai essayé que chaque mois on se retrouve pour parler d'un livre ou découvrir de la philosophie d'aujourd'hui. Finalement, assez peu de gens ont parlé de ce qu'était une plante et ce que ça signifiait et la différence qu'elle pouvait avoir avec un animal. C'est pour ça que la petite côtelette derrière moi peinte par Caillebotte est une petite plaisanterie sur la vie végétale. Des gens qui ont parlé du végétal, il y en a à plusieurs époques et ce n'est pas si fréquent. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, qui est assez original, c'est que ce que fait Florence Burga, qui est plutôt une spécialiste des animaux et de la défense des animaux et du rapport carnivore aux animaux, l'humanité carnivore, la cause des animaux, une autre existence sur la condition animale. C'est une vraie philosophe dont on peut retrouver, c'est très intéressant, un débat avec Corinne Peluchon qui écrit aussi et qui pense le rapport au vivant, entendu au sens large. La philosophie est en train de bien évoluer sur ce sujet-là pour le faire comprendre. Voilà, violence et non-violence envers les animaux en Inde. On imagine très bien qu'en Inde, il y a quelque chose de respectueux avec les animaux et en même temps de violent. Et puis, on a beaucoup oublié que c'est ce que cette philosophie du végétal rappelle, qu'il y a eu des tas de périodes où on ne mangeait pas de viande, en fait. C'était tout à fait simple. Et ce que rappelle ce petit livre, La philosophie du végétal, c'est des textes anciens qui sont réunis chez Vrin, c'est vraiment de la philo-philo. Le petit quatrième de couverture rappelle parler des animaux, c'est parler des hommes, mais quand on parle des végétaux, est-ce qu'on parle d'aménagement du territoire? C'est-à-dire la question d'aujourd'hui, qui est complexe finalement et que Burga va examiner, puisqu'elle s'intéresse aux animaux. En s'intéressant aux animaux, elle va se dire, mais est-ce qu'il y a possibilité d'une vie végétale? Qu'est-ce que ça signifie, une vie végétale? Et pour le dire d'une façon amusante, puisque j'ai un carnivore maximum devant moi, dans son introduction, et on va parler assez vite, la blague ancienne, pas très drôle, sur je tue un lapin, mais quand je tue une carotte, est-ce qu'elle souffre? Elle en parle dès l'introduction, et on va en parler tout de suite, parce que son hypothèse à elle, qui est tout à fait intéressante, on va regarder le plan du livre que je vais suivre, c'est que finalement, ceux qui argumentent sur ce sujet-là sont plutôt des gens qui cherchent à justifier le fait que si un vivant une carotte a mal, même si c'est à demi une plaisanterie, c'est sans doute que tous les vivants auraient mal et donc qu'on peut manger tous les vivants, quels qu'ils soient. Évidemment que les défenseurs des carottes ne sont pas pour arrêter de manger des carottes et les défenseurs du vivant ne sont pas pour arrêter de manger des plantes ou arrêter de consommer de l'eau. Voilà, ce que rappelle Burga dans son intro, c'est ça. Ce qui fait qu'à partir de ce constat-là, regardez ce que serait la vie d'une plante, la vie végétale, en comparaison de la vie animale dans laquelle l'humain se trouverait, est une façon de penser deux choses opposées. D'ailleurs, la conclusion, si vous vous endormez, c'est que le végétal, c'est l'altérité absolue, ce qui est le plus différent de nous. L'animal est peut-être plus ressemblant qu'on ne croit. Notamment, ça fait un bon résumé si vous endormez, la liberté et l'inquiétude dans la vie animale, c'est-à-dire le fait d'être continuellement dans un rapport à son milieu, à devoir s'y adapter, qu'on soit un animal au C19 en train de tapoter sur un ordinateur à Évry ou un animal en liberté dans la forêt. Là, elle a aussi parlé des animaux domestiques, Florence Burga, c'est être le bien d'un autre, c'est-à-dire de quelle façon le rapport aux animaux pourrait nous engager. Ce qui fait que la recherche du jour avec ce livre, parce qu'on a des succès de librairie assez récents sur les arbres notamment, c'est de regarder à la fois un objet le plus différent de nous possible, pour commencer par des choses qui ont l'air d'être des provocations, mais les végétaux ne meurent pas, alors que les animaux, ils ont une vie qui cesse. Les végétaux ont un rapport à leur milieu qui n'est pas un milieu, qui est une sorte d'adaptation continuelle, alors que l'animal, par le fait de se déplacer, va pouvoir jouer avec son milieu. En tout cas, c'est presque un sujet de philosophie, un exercice de philosophie que d'essayer de penser à un truc qui est tellement différent de nous qu'on a du mal à le penser. Le Philosophie Magazine vient de sortir. Voilà, alors qu'est-ce qui fait quel est le point de départ? Puisque le plan, il est simple, le voilà, pouf.
Introduction sur le végétal. Premièrement, c'est la façon de découper le livre. Épistémologie, on va voir comment ça se découpe. Épistémo, c'est la science de la science. Comment la science a expliqué comment étaient les végétaux. Ontologie, c'est est-ce qu'ils peuvent, c'est être, ontos. À quoi ils ressemblent, à quoi ressemble leur vie, comment on peut la qualifier. Et morale, c'est très petit. Je ne m'attarderai pas dessus alors que c'est assez complexe. C'est est-ce qu'il y a des droits à donner aux arbres, aux végétaux? Est-ce qu'on peut les défendre? De quelle façon? Sur quels critères? Et je montrerai un petit peu de ce jardin planétaire de Gilles Clément, qui a inventé cette idée d'un jardin qui se déplacerait par lui-même. Alors, ce que commence à dire dans l'introduction Florence Burgas, c'est les succès de librairie sur l'intelligence des plantes. Pour faire vite, elle ne le dit pas aussi brutalement que moi, c'est une grosse connerie. C'est-à-dire, on a tendance à plaquer sur les arbres, sur les plantes, apprendre à parler avec les plantes. C'est un gros succès de 2018. Stefano Mancuso, c'est un succès de 2013. On a tendance à plaquer sur les plantes et sur les arbres encore plus particulièrement, c'est un peu sacré, le fait de communiquer, le fait d'avoir des relations, le fait d'être intelligent. Et pour Burga, l'idée, c'est de démonter ça, de voir qu'est-ce que ça signifie, cette façon de voir. Et voilà la petite extrait, je m'appuie toujours sur des petits extraits. Depuis quelques années, on a vu sortir tout un tas de livres sur les plantes qui connaissent un énorme succès en librairie. Certaines fictions du botaniste italien Stefano Mancuso, fondateur du laboratoire de neurobiologie végétale. Il a notamment coécrit L'intelligence des plantes, traduit dans une vingtaine de langues. Sans nier les différences fondamentales entre les plantes et les animaux, Stefano Mancuso assume complètement son recours à l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est donc on est des humains et on a tendance à plaquer une attitude, une pensée, une réaction humaine sur les plantes. C'est pour ça qu'il y a le petit tableau de Archimboldo. La petite émission est sur Arte, s'appelle Les idées larges, et dedans, je vais me baser beaucoup sur elle, qui dure 15 minutes. C'est comme ça qu'on va entendre parler Burga de ce livre sur les essais sur la vie végétale, puisque majoritairement, quand on cherche des interviews d'elle, c'est plutôt sur la vie, sur le rapport aux animaux et l'humanité carnivore, qui est son gros livre. This is the definition of intelligence, the ability to solve problems. And from this point of view, I mean, plants are much more brilliant than us in solving problems. Vous voyez qu'il assume le fait qu'il y ait intelligence des plantes. Of course, our intelligence is different from the intelligence of a fish, of a dog, of a plant. I am just showing that plants are able to do something that I want to be recognized by using the same term we use for animals. You need to tell me where is the threshold where we can talk of intelligence and where you cannot talk of intelligence. So it's much better to try to make an inclusive idea of intelligence. Vous comprenez que l'enjeu de penser que les plantes ont une intelligence, c'est qu'elles peuvent être comme des animaux, qu'elles peuvent avoir une interaction avec les autres, donc elles peuvent avoir des espèces de droits, on pourra dire ça comme ça, et que l'enjeu de le décrire, c'est déjà très difficile de pouvoir le prouver, même si on a des petites légendes urbaines, il n'y a pas que le cri de la carotte, les plantes qui écoutent de la musique, le fait que les arbres, on a vu des documentaires qui disent qu'ils s'entraideraient, qu'ils auraient des réactions préalables, qu'ils enverraient des signaux. Justement, c'est pour ça que cette conf, c'est aussi presque un exercice de philosophie. C'est qu'est-ce que c'est que les signaux, qu'est-ce que c'est qu'un milieu, qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que le rapport à l'espace, qu'est-ce que c'est que le rapport au temps, à partir de quand on peut décrire que quelque chose est intelligent. Burga, elle va démonter tout ça. Et elle va s'opposer à cette idée de Mancuso. I have nothing against anthropocentrism because we are human. And the only way for us to look at the world is a human-centered way. Voilà, on voit que c'est totalement assumé cette idée de rapprocher l'un de l'autre. Alors voilà, Martha Oriols, c'est un énorme succès de 2018. Et voilà à quoi ressemble le plan du livre de Burga. Donc, épistémologie, je disais science, on va essayer de découvrir comment on s'est mis à classer les plantes. Ouais, la physiologie végétale, c'est le fait qu'on ne prenne pas, par exemple, les termes d'anatomie. On ne prenne pas des termes musculaires, on ne prenne pas des termes humains.
le lien qu'il peut y avoir entre un végétal et un animal, le fait que ça ait l'air de vouloir dire quelque chose quand une plante communique, et puis le fait que ça soit une altérité complète. Et je l'ai dit, après, comment on pourrait définir, est-ce qu'elles ont un monde vécu, est-ce que c'est des individus, est-ce qu'elles ont une vie consciente? C'est quand même un enjeu, c'est assez complexe de se poser des questions comme ça et assez audacieux. Voilà, la souffrance des plantes, conclusion, nouveau contre-feu à la cause des animaux. Voilà, les plantes ne sont pas des choses, commencent-elles? Je voudrais finir sur cette introduction-là, elles vivent, elles ne seraient pas des objets. Je rappelle d'ailleurs que quand il y a eu en 2015 une condamnation sur l'abattoir, un abattoir en France, un des attendus du jugement, c'était que les animaux étaient des choses et que c'est pour ça qu'on pouvait les zigouiller sans se préoccuper qu'ils souffrent ou qu'ils soient torturés. C'est-à-dire qu'on nie leur souffrance ou qu'on l'épargne. Voilà. Qu'est-ce qui ferait la différence? Je vous souffle, normalement à la fin, ça devrait aller mieux, entre la conclusion et l'introduction. La plante n'est pas un individu, je vous le révèle à l'avance, il n'y a pas de vie individuelle. La vie végétale est une vie en réseau. Pour faire court et puis vous donner envie de suivre, voilà, on peut greffer quelque chose, on peut couper une plante en deux, on la plante et il y a deux plantes. Si tu coupes un animal en deux, il n'y a plus d'animal, c'est mort. Voilà, c'est un individu unique, il est une pièce unique. Voilà, la plante n'a pas de centre, elle n'est pas un individu autonome, elle n'a pas de mouvement, son centre est partout, sa circonférence nulle part. Le centre de la plante, c'est-à-dire ce qu'elle est, son être, ne peut pas être pensé comme on penserait à un animal. Ce n'est pas la mort, c'est une sorte d'immortalité potentielle, puisque une graine, elle est morte, mais on peut la planter et recommencer. Alors, je vais m'appuyer sur des extraits du livre, je vais essayer il y en a plein, j'essaie que ce ne soit pas trop pénible. Et Burgat décrit que dans l'opinion publique, la croyance selon laquelle les plantes vivent, souffrent et meurent comme les humains et les animaux vient d'un courant qui s'appelle l'anthropologie de la nature, c'est-à-dire le fait d'associer, dit Burgat, c'est là où elle voit un petit problème, cette croyance n'oblige pas, c'est-à-dire il n'y a aucun de ceux qui prônent que les végétaux auraient un cœur, une souffrance, disent de ne pas les bouffer ou de ne pas les tuer. C'est d'ailleurs, si on suit la logique, c'est tout à fait pas très sympa. Et le gros succès, l'énorme succès des 3 livres cités, c'est Peter Wohlleben, l'auteur de La vie secrète des arbres, qui affirme que la plantule du chêne engloutie par un cerf souffre, meurt, comme souffre et meurt le sanglier égorgé par un loup. C'est quand même une comparaison qui n'est pas petite. Voilà, le livre de 2015, ce qu'il ressent et comment il communique, il va assez fort dans le rapprochement anthropomorphique. Et la première partie, c'est de déconstruire ça. Voilà à quoi ressemble le petit envoyé spécial de France 2 sur le sujet où nous allons voir 3 secondes le Peter Wohlleben. À Hummel, en Allemagne, depuis 30 ans, Peter Wohlleben arpente sa forêt de lettres plusieurs heures par jour. Cet ingénieur forestier n'en finit pas d'être surpris par ce qu'il observe. Et d'abord, les liens entre les arbres, qu'il compare désormais à des personnes. Regardez cet arbre. Ça paraît fou, mais il est connecté à l'autre. Comme un couple d'amoureux. Ils prennent soin l'un de l'autre et poussent de façon à ne pas se gêner. Ici, les branches les plus grosses ne vont pas vers son ami, mais dans la direction opposée, vers l'extérieur, comme s'ils respectaient l'espace de l'autre. Et il suffit de pas longtemps pour voir à quel point c'est hyper anthropomorphique, puisqu'il y a amour, sentiment, respect, intention. Il y a un arbre qui regarderait l'autre et qui ferait que. Alors, ce que commence à dire Burgat, c'est tout simplement que ce système-là, elle va démonter pourquoi est-ce que c'est faux, mais en tout cas, ça gêne beaucoup pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça serait la vie végétale. Alors, encore plus fort, Dominique Lestel, j'ai le carnivore dans la salle qui va me mordre un mollet, apologie du carnivore, qui, voilà, le végétarien considère que manger des végétaux ne conduit ni à tuer ni à faire souffrir. Le végétal est pourtant un être vivant qui meurt. Pourquoi serait-il plus éthique de faire souffrir une carotte qu'un lièvre? Et ce que dit Burgat, c'est qu'évidemment, la blague, j'ai une femme végétarienne, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'elle, on lui a fait le coup, j'étais témoin plus d'une fois.
Mais la question que déplace Burgas, c'est finalement, quand on dit ça par une blague, ça veut dire la souffrance serait identique des deux côtés, pour un lièvre ou pour une carotte, et donc on s'en fout, on peut manger de tout. C'est ça la déduction. Tout simplement parce que les protecteurs de la carotte ne disent pas « faut pas manger de carotte », alors que la logique serait si les deux souffrent, ben, il faudrait manger ni l'un ni l'autre. On ne voit pas pourquoi il y aurait une hiérarchie qui se fait. Si la hiérarchie se fait, sur quoi repose-t-elle? Est-ce que c'est que le lièvre serait plus intelligent et qu'on mangerait des choses moins intelligentes? Voilà, l'enjeu de philosophie du végétal, c'est ça. La carotte ne court pas très vite, on peut la rattraper plus facilement. Mais finalement, ce qui devient un objet de réflexion philosophique, c'est voilà, l'état de choses est surprenant, dit-elle, parce qu'il était de bon ton de se moquer des végétariens sourds au cri de la carotte. L'absurdité de cette évocation ne renvoie précisément à aucune réalité, parce qu'on n'a toujours pas réussi à prouver que les végétaux ressentiraient des choses, mais à faire comprendre aux végétariens que le cri des animaux dont il fait grand cas viendrait de son imagination, ce serait un peu taré. Je vais me retrouver sur YouTube, si je dis des trucs comme ça, je vais me faire troller direct. Mais vous comprenez, la comparaison, elle est en train de dire que l'abstention de chair végétale serait aussi insensée que celle de végétaux. Donc, puisque les deux ressentiraient quelque chose, il faudrait égalité de forme animale et de forme végétale égale manger tout le monde. C'est une drôle de conclusion, mais c'est finalement celle qui ressort de leur intention. Voilà, alors, si on regarde en arrière avec les auteurs les plus anciens, le plus ancien s'appelle Théophraste, il date de l'Antiquité. Il fait remarquer, par exemple, qu'un olivier avait un jour complètement brûlé, il a repris vie tout entier, corps d'arbre et frondaison. Entièrement brûlé et repris. Un autre en Boétie, dont les rejetons avaient été dévorés par les sauterelles, s'est remis à bourgeonner, alors que le reste de l'arbre fut, si l'on peut dire, tenu en échec. Alors, c'est la première des entrées qui fait une différence animale-végétale, puisque c'est ça qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui, c'est que un animal ou un humain est soit vivant, soit mort. Un végétal, ça ne se pose pas de cette façon. Une sorte de vie continue qui peut, même si évidemment la question du végétatif, c'est-à-dire on peut se retrouver dans le coma et justement être un légume, pose des questions de conscience et du fait de définir qu'est la conscience. Ce n'est pas un petit sujet du tout. Mais ce que dit les graines, ce que dit Burgas, c'est que les graines désormais sèches ont l'air d'être mortes, et pourtant, dès qu'elles sont remises en terre, les grains de blé doivent mourir pour renaître. Certaines plantes poursuivent leur route souterraine et repoussent. Ce qui fait que la notion de vie et de mort ne peut pas se poser de la même façon pour le végétal. Premier élément de différenciation assez fort. Ce qu'elle va faire dans la première partie de distinction, ce qu'elle va dire que les mots ne suffisent pas à le faire, c'est qu'elle va déjà dire en quoi ce n'est pas un animal. Théophraste dit aussi que souvent une partie de l'arbre peut être englobée par un autre. Par exemple, on fait une entaille et on introduit une pierre dans l'arbre et il va continuer à pousser autour. C'est-à-dire que l'idée de greffe, l'idée qu'un objet soit à l'intérieur de lui, que le système de vie continue, est possible pour un végétal. On a ainsi déjà vu, dit Théophraste, c'est vraiment de l'Antiquité ancienne, c'est au moins 300, qu'on a déjà vu un gond de porte bourgeonner et même une rame posée dans de la boue à l'intérieur d'une coupelle de terre cuite. La vie végétale peut persister dans des conditions minimales, elle peut occuper l'espace, elle peut continuer à pousser. Et puis, Blaise Cendrars indique dans un livre qui s'appelle Serra do Mar, au Brésil, qu'on avait au Brésil, le climat est propice, planté des poteaux de bois et les poteaux se sont remis à pousser, alors que c'était des poteaux. On les arracha pour les planter la tête en bas, les racines en l'air. Au bout de 3 mois, ils les repoussaient avec de nouvelles branches et recommençaient à vivre. Voilà, le rapport d'une vie unique, mortelle, n'est pas la même pour un végétal que pour un animal. Ce qui fait que l'enjeu du livre, c'est ça, c'est de dire est-ce qu'il peut y avoir une vie végétale qui serait à distinguer. Alors, ce qu'elle pose comme problème compliqué, c'est de décrire les plantes, parce qu'en fait, cet anthropomorphisme fait que toute la vie, on a comparé les plantes aux animaux en se basant sur un vocabulaire comme celui-là. Francis Allais, dont on va parler, dit altérité radicale, c'est-à-dire que le végétal serait le plus différent de nous tous, alors que l'animal serait voisin. Et il précise, notre langage n'est pas adapté à la plante. Par exemple, elle ne sait pas, elle n'utilise rien, elle n'a pas besoin, projet, but. Nous parlons un langage d'animaux qui se prête mal à la relation d'une vérité végétale.
On n'a pas les mots qui permettent de le faire correctement et on va en voir des tas d'exemples. Voilà, Francis Allais, éloge de la plante pour une nouvelle biologie, c'est-à-dire est-ce qu'en plaquant cet anthropomorphisme, est-ce que les mots scientifiques ne permettent pas toujours de dire précisément ce que serait un végétal? Et évidemment, dans végétal, l'arbre est un peu en majesté, mais champignons et vie souterraine entrent à l'intérieur de ça. Voilà, l'anthropomorphisme doit être rejeté car il empêche l'étonnement devant l'énigme de l'arbre et interdit d'en percer les secrets. On ne peut pas le voir avec cette question de la conscience, cette question de la liberté, cette question du déplacement. Et enfin, l'intelligence, dont on dit qu'elle a une capacité à s'adapter, ne peut pas être forcément plaquée sur le végétal, puisque ça supposerait une aptitude à choisir, une faculté d'apprentissage. On ne va pas avoir forcément une intelligence des plantes sur ces critères-là. Voilà, la plante n'est assurément pas intelligente, continue Allais. Lorsque nous voulons dégager la compréhension de la plante du modèle de la vie animale, on ne sait plus comment le dire précisément. La plante devient définie en creux, elle n'est que l'ombre au regard de la vie animale ou humaine. D'ailleurs, dès Aristote, c'est une sorte d'animal moins bien. C'est le minimum du minimum. Ce qui fait que les remarques de l'intro de 37 minutes donne 3 questions. Donc, la question épistémologique, c'est-à-dire la question scientifique. Quel concept scientifique et quelle langue utiliser? Est-ce qu'il y a une frontière entre animal et végétal? Est-ce qu'on peut dire souffrance, intelligence? Et puis, est-ce que l'analogie entre l'un et l'autre suffit à faire comprendre, parce qu'on parle d'homologie, c'est-à-dire est-ce que ça ressemble, est-ce qu'on peut plaquer des schémas les uns sur les autres? Donc, le paragraphe premier et le plus gros que je vais traiter là, c'est cette question de décrire, nommer et classer. Et puis la seconde, c'est celui d'essayer de pouvoir décrire la plante qui longtemps, historiquement, était vue plutôt comme une forme. Plutôt, c'est l'expression de Schopenhauer assez belle, la naïveté avec laquelle chaque plante manifeste son caractère, son être, son vouloir. C'est-à-dire que la plante se montre telle qu'il n'y a pas tellement d'organes, d'intentions cachées, d'éléments qui seraient comme dans un animal plus complexe. Et elle va être étudiée en tant que forme, et pendant longtemps, on va séparer justement sa forme de son fonctionnement. On ne fait pas de la même façon avec les animaux. Voilà, et Burga a fait une hypothèse qui dans l'histoire des idées, a été beaucoup mise de côté, parce qu'on a pas mal critiqué cette idée de science de la forme. Gestalt, c'est forme. La forme a un défaut, c'est-à-dire elle peut pas permettre d'être analysée, puisque c'est une sorte de mouvement continu. Voilà, si on a ça devant nous, par où on commence, donc la science a toujours coupé en petits bouts, depuis Descartes, et avant, Aristote, il classe, il range. La science, c'est découper en petits bouts et essayer de reconstituer ce qu'on voit. Et Burga fait une hypothèse qui est audacieuse avec notamment Schopenhauer, c'est-à-dire et si la forme continue, la transformation continue, je viens de l'évoquer avec la mort et la transformation de disparition et de réapparition, elle pourrait être l'occasion de comprendre mieux la plante avec une formulation qui soit plus pertinente. La connaissance par la forme pourrait permettre, la connaissance analytique ne permet pas de saisir une totalité, les formes vivantes peuvent être saisies dans une vision, mais jamais dans une division. Si on coupe en petits bouts pour analyser, on va perdre la compréhension de l'ensemble. La deuxième question, c'est l'ontologique, c'est-à-dire comment pourra-t-on dire ce qu'est une plante et ce que serait sa végétalité. Alors, elle dit une dernière chose, c'est que voilà, la dernière question, c'est la question de la morale, je l'ai évoquée. Nous voilà partis en route pour l'histoire des mots qui disent les plantes ou qui ne les disent pas, justement. Alors, elle n'en fait pas une histoire au début, même si c'est toujours utile quand on fait de la philo de commencer par décrire, nommer, classer, comment ça s'est dit avant, qui le faisait avant, le portrait de la vie, comment on peut décomposer l'ensemble et lui mettre des mots. Alors, ça a l'air tout bête, mais on a mis du temps à faire ça, puisque longtemps, on a donné des noms latins aux plantes, mais des noms qui étaient extrêmement grands. Voilà. Et c'est Rousseau qui, le premier, a dit qu'on avait un appareil pédantesque
puisque c'est seulement au XVIIIe et au XIXe siècle qu'on va commencer à avoir le même nom pour chaque plante rangée. Il sent le besoin d'une refonte de la nomenclature, puisque chaque pays, chaque scientifique avait une façon de ranger et de nommer les plantes qui étaient différentes. Voilà. Le premier qui a fait ça s'appelle Julius von Sachs. C'est 1860, c'est pas très vieux. Classification, botanique. Et puis, c'est Rousseau qui sera un des premiers, faire des herbiers séchés avec des buvards, puisque Rousseau va même expliquer quelle est sa méthode pour les ranger. Et l'invention par Linné, juste simultanée, oui, on est en 1800. Il faut réviser, 88, non, 53, oui, 88, oui. C'est Linné qui invente l'idée de physiologie, c'est-à-dire l'idée c'est l'anatomie des plantes, la physiologie, si je veux un peu vite. On peut distinguer la physiologie végétale et la structure. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une science de l'intérieur de la plante, une science de l'extérieur de la plante, si on peut le dire comme ça, de sa forme, de son classement. Alors, pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps à se faire? Rousseau, il nous le dit, c'est que le premier malheur c'est de toujours l'avoir lié à la médecine et d'avoir cherché les plantes pour qu'elles nous soignent, en fait. De trouver quelles étaient les vertus des plantes. Ce que dit Rousseau dans ses lettres sur la botanique. Et voilà un herbier fait par Rousseau, qui est dédicacé en plus. Les botanistes, Rousseau dit que c'était souvent des médecins et qu'ils ont eu tendance à ranger les plantes pour qu'elles nous servent, en fait, et pas forcément à les classer comme un objet d'étude. Et puis, il rajoute quelque chose qu'on ne pourra pas développer, mais que tout le monde va comprendre de façon amusante. C'est l'imagination qui commence, parce que quand on fait l'article fleur, on a tendance à voir des couleurs vives, des odeurs suaves, des formes élégantes. Et déjà, faire ça, c'est plaquer sur l'objet d'étude, pas seulement de l'anthropomorphisme, mais aussi du goût, du plaisir, de l'esthétique. Là, quand on défend la cause animale, on n'a pas tendance à penser au tic en tout premier et au ver solitaire. Alors que la compréhension du monde animal ne peut pas être qu'esthétique et présentée façon Disney. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un ensemble d'échanges assez beaux entre un objet, son milieu, entre les objets entre eux. C'est à l'intérieur de cet objet quelque chose qui se passe qu'on doit pouvoir expliquer en sortant de sa forme seulement. Théophraste à Cuvier, la botanique à travers l'histoire et les livres, puisqu'il va falloir classer ces plantes, les ramasser, les inventorier, leur donner des noms, donc, puisqu'elles n'avaient pas de nomenclature régulière, pour pouvoir commencer. En plus, il nous manque un petit truc simple, c'est qu'on n'avait pas les outils non plus pour les étudier correctement. Microscope pour les ouvrir et regarder à l'intérieur. Les animaux sont comparés aux plantes pendant très longtemps, jusqu'à cette invention de la physiologie, c'est-à-dire 18e siècle. Rousseau le redit, il faut absolument éviter de considérer les animaux et les plantes comme quelque chose d'identique. C'est pour ça que la comparaison du squelette d'une plante, de pieds, de bras, est très ennuyeuse, parce qu'elle va biaiser la recherche. Les recherches sur les plantes explique que cette botanique vient du rapport médical aux plantes et à l'agronomie, puisque c'est l'agriculture qui compte, dans l'Antiquité, dans les traités latins, au Moyen-Âge, dans le monde arabe. Elle est orientée, son étude est orientée dès le début. Et puis, voilà le problème de technique avec des instruments qui nous manquaient. Ainsi que l'analogie de la plante et de l'animal, selon laquelle le végétal serait un animal renversé. Césalpin dit que c'est un animal debout, qu'elle se nourrit, qu'elle a un rapport sexuel. Alors, c'est un gros problème qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'elle ne se reproduit pas comme nous, elle ne se multiplie pas comme nous, elle n'a pas un garçon, une fille. Alors, on ne sait pas trop comment le ranger, et pendant longtemps, on ne va pas pouvoir l'expliquer. Le principe des nutritions qui vont du bas vers le haut, où on partirait du sol, des racines, et puis ça irait vers la fleur et puis vers la feuille, ce qui est une façon à nouveau de donner un sens à un objet qui ne fonctionne pas forcément de cette façon. Nous ne construisons pas la forme à partir du divers. Telle forme végétale, par exemple, l'exemple est assez mignon.
évoque la forme humaine, une tête, un bras, un tronc. Voilà, on a l'impression que l'arbre est fatigué parce que les branches, elles pendouillent. On a tendance à projeter, mais très fortement, dans l'apparence de l'arbre, des qualités ou des défauts liés au spectacle, liés au visuel, en fait. Voilà pourquoi un sentiment d'empathie peut survenir, mais une empathie est barrée par l'arbre, car l'arbre n'est pas fatigué. Il n'a rien de fatigué du tout parce qu'il fait ça. Il est en train ni de se déplacer, ni de se réveiller, ni de lutter. Il ne dépend pas d'une volonté. En fait. Il est en vie continue. Ce que Foucault redit dans l'étude qu'il fait des sciences du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est dans les mots et les choses. Voilà, la plante et l'animal se voient associés, ils ont des pattes, ils ont des sabots, ils ont des fleurs, des fruits, ils ont une respiration ou des liquides internes. Il y a une espèce de lien qui se fait par analogie, en fait. Et Burga rappelle que l'analogie ne va pas donner d'explication structurée. Voilà, le visible comparé, ce n'est pas la vie, en fait. Ce n'est pas ce qui va animer les éléments les uns par rapport aux autres, rappelle Foucault. Et le meilleur exemple de cette difficulté et de cette limite, c'est la reproduction par bouture, par graine, reste sans explication, faute de trouver un analogue. C'est-à-dire, on ne peut pas greffer sur un humain un bout d'humain pour qu'il pousse et se reproduise. Et donc, comme il n'y a pas la petite graine dans la maman posée par le papa, on n'a pas d'explication puisqu'on se limite à cette comparaison, on est limité par la comparaison elle-même. Le fait de vouloir expliquer la rencontre de l'un et l'autre, mais ne serait-ce que par la pollinisation, ce n'est pas seulement ce qui peut permettre de comprendre l'ensemble. Et l'exemple de la greffe est le plus important, évidemment, parce que la greffe est intellectuellement pas une rencontre de deux éléments contraires. La notion de vie entre en jeu, dit Foucault, puisqu'il se pourrait que les caractères les plus importants, pour les végétaux notamment, soient les plus cachés. C'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à les voir, en fait, et que ce n'est pas une question de forme extérieure, d'apparence et donc de comparaison. Ce qui empêcherait d'étudier le végétal et de le comprendre vraiment, le modèle végétal tout entier ne peut pas être dans une pensée en tableau, puisqu'il y aurait les profondeurs de la vie, c'est-à-dire quelque chose d'autre, une force lointaine, des organes enveloppés qui seraient complètement invisibles, qui les maintient en vie, qui fait que cette vie se perpétuerait continuellement. C'est assez audacieux, mais dans l'introduction, Burga dit qu'une plante ne meurt jamais. Et donc, pourtant, on a vraiment l'impression qu'une fleur fait une fleur, puis une autre fleur, puis une autre fleur, et que si les graines s'en vont, c'est une autre fleur. Mais on le verra plus tard, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'individus particulièrement, qu'il n'y ait pas des individus autonomes, font que la compréhension de la vie va se faire sur une distinction qui est assez forte, que j'ai expliqué tout à l'heure avec le livre, c'est la différence entre le clos et l'ouvert. L'animal dans lequel nous sommes serait un monde clos, alors que la plante serait un monde ouvert qui serait continuellement en interaction avec l'extérieur. Et cette vie qui se propage serait un modèle de ça. Voilà, la physiologie végétale, on est parti. On a la capacité, à l'époque, on ignore le rôle des échanges entre l'air et la plante. Par exemple, le fait qu'elle capte dans l'air extérieur des ressources, fabriquer une matière organique offerte par le milieu, l'air, l'eau et le sol, des réactions chimiques avec la lumière et la photosynthèse, tout simplement parce que la comparaison avec les animaux, on ne l'a pas, donc on va longtemps ignorer ça. Et alors que c'est une particularité du végétal, cette photosynthèse, et la conclusion, c'est que le modèle analogique est en échec. Voilà, la nutrition des plantes est inintelligible à partir de fonctions animales. Les plantes n'ont pas d'organes, pas de système digestif, pas d'excrétion, pas d'assimilation. C'est pas la peine d'essayer de faire ce lien, et pourtant, c'est ce que va faire la science pendant 17 siècles. Là, on va faire un lien entre le système sanguin, le système respiratoire de l'un et de l'autre. On a aussi beaucoup une pensée depuis Aristote jusqu'au XVIIIe siècle par homologie, c'est-à-dire on va comparer le petit et le grand, comparer l'organisme humain à l'ensemble, puisque Dieu, pour certains, a fabriqué un modèle qui se retrouve en petit et en grand. Voilà, ce que nous appelons la croissance des végétaux, dit Goethe, n'est qu'une production de leurs semblables sans l'action des sexes. Cette production n'entraîne aucune séparation comme lors d'une naissance. Voilà, c'est au XVIIIe seulement que vont commencer
cette façon de comprendre qu'il n'y a pas deux sexes opposés qui fabriquent un troisième avec une séparation, une sorte de mise de césure. Voilà, un rameau de saule coupé et planté se développera, l'un de ces rameaux pourra à son tour être coupé puis planté, et ainsi de suite indéfiniment. Le saule initial continue, on coupe un bout, on le plante, ça continue. C'est pas, on n'a pas coupé un humain en deux pour le faire, et l'humain produit par la rencontre de sexes opposés fabrique un autre humain qui n'est pas du tout une sorte de continuité du précédent. Oui, oui, bien sûr, la rencontre mâle-femelle n'est pas écartée, mais ce que tu vois là, c'est qu'en faisant cette parallèle de rencontres sexuées entre un mâle et une femelle, on manque la vie du saule, par exemple. C'est-à-dire, ça ne suffit pas à expliquer la façon dont le végétal se développe, vit et se transforme. Et alors que nous, ça suffit à le faire. Certains modes de reproduction indiquent en quel sens la plante est indéfinie. Elle ne meurt pas de la division. Elle donne au contraire naissance à des nouvelles plantes. Voilà, elle est jamais complètement morte et elle continue dans autre chose. La génération s'apparente chez les plantes à un processus de digestion et elle produit un autre individu. Il y a une sorte de… La formule est belle, la conservation de la plante par une multiplication d'elle-même. Comme si on avait un petit clone, un petit bout de peau, tu plantes et hop, quelque chose pousserait. Et voilà, une plante est un agrégat d'une multitude d'individus qui constituent un unique individu, mais dont les parties ne sont pas séparées. Ce que dit à la suite de Hegel Burgas, c'est que l'expérience de rupture de la naissance animale n'existe pas dans la plante. Il y a une idée elle ne meurt pas de la division, elle donne naissance à d'autres plantes encore. Freud, lui, à propos des animaux, parlait de césure frappante, c'est-à-dire le fait qu'il y ait l'accouchement donne bien une idée de ça, c'est quand même une entrée dans le monde assez violente. Elle n'existe pas dans le monde animal, elle est dans une croissance qui peut ne pas être sexuée. Cette production n'entraîne aucune séparation, comme lors d'une naissance, écrit Goethe. Voilà. Il faut ce 18e et ce 19e siècle pour commencer à penser autrement une activité physiologique des végétaux qui n'a pas d'émotif, c'est-à-dire il n'y a pas une raison qui font que, mais des sollicitations, des excitations. Alors ça peut être de la lumière, ça peut être de l'environnement qui est autour, puisque la plante peut se retrouver, elle ne se déplace pas, elle peut se retrouver dans des endroits où elle n'a rien demandé, mais rien qu'en disant ça, j'ai l'air de l'anthropomorphiser. Elle va être capable ou pas de répondre à ces sollicitations extérieures. Et la formule qui est assez intéressante de Burgas, c'est que ces excitations, qui ne sont pas des causes, en fait, ce n'est pas quelque chose a voulu que, et la plante a décidé que, elle n'est pas inconsciente, elle n'a pas une volonté qui fait qu'elle se défendrait pour ne pas mourir. Elles vont rester celles qui réussissent à répondre à cette sollicitation. Ce qui fait un petit pas en arrière. Alors, on pourrait aller vite en disant il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intelligence, c'est une forme inférieure. Burgas dit c'est une forme d'altérité, c'est-à-dire c'est vraiment très différent de nous. C'est une sollicitation et une réponse. Alors, déjà, quand on dit le mot réponse, on a l'idée qu'il y a analyse. Analyse d'un signal, et puis interprétation d'un signal, et puis réponse d'un signal. Et ce n'est pas le cas. C'est que les graines qui sont à même de répondre au contexte le feront, et celles qui ne le peuvent pas ne le feront pas. Ce n'est pas une réponse décidée. Alors, la bipolarité de ce monde, le fait qu'il y ait plusieurs… que la façon de se concevoir et de s'engendrer ne soit pas la même, fait que Nietzsche parle d'aveuglement aux plantes, c'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à voir et à comprendre leur être, ce qu'elles seraient vraiment. Et c'est ce qui expliquerait qu'on aurait tendance à projeter dessus qu'elles sont comme des gens, des personnes. Alors, ça pourrait venir qu'elles soient immobiles, ça pourrait venir de l'uniformité de leur surface, de leur texture, et puis qu'on n'ait pas leur proie. C'est notre conception de ce que serait le monde et la vie qui est continuellement interrogée par le fait qu'on n'arrive pas
à parler d'elle. Voilà. Matthew Hall, Plantes comme des personnes, fait ce rapprochement de naissance, de mort, de temps limité, et Burga dit c'est pas la question, ne se pose pas comme ça. Voilà. Canguilhem, qui est un philosophe des sciences du début du XXe, plante une graine, c'est le cas de le dire, pour justement commencer à distinguer encore avec d'autres éléments en quoi elle n'est pas un animal. La plante vit dans la nourriture. Elle ne serait pas comme un animal qui cherche sa nourriture, qui l'obtient et qui a une séparation vis-à-vis de lui. Voilà. Les végétaux puisent leur nourriture dans l'air, dans la terre, dans l'eau. Les animaux se nourrissent de substances organiques, de sorte que c'est le végétal qui alimente l'animal. La plante vit la nourriture une façon immédiate de s'alimenter. Voilà. Il n'y a pas un temps où elle irait manger, où elle irait boire. Et ce n'était pas négligeable, l'animal dont nous sommes, hein. Je vais arrêter de le dire, on va dire animal pour tout le monde, lui, il se déplace pour chercher la nourriture. C'est-à-dire il va être continuellement dans un rapport, on le verra après, mais d'inquiétude vis-à-vis de son milieu. Il doit trouver quelque chose pour lui. L'indépendance à l'égard du milieu ouvre des espaces nouveaux pour l'animal. Il faut toujours qu'il se déplace, il faut qu'il évalue. Et pour faire court aussi, c'est là qu'il va y avoir une conscience ou une intelligence qu'il va falloir analyser continuellement. La plante ne se pose pas de cette façon-là. Ouais, il commence à se montrer par ces exemples-là deux types de relations à ce qui les entoure entre animal et végétal. Voilà, le Schopenhauer, la nature inorganique ne contient aucune trace de conscience du monde extérieur. Pierre, roc, glaçons, même s'ils tombent les uns sur les autres, n'ont pas conscience les uns des autres et d'un monde extérieur. Toutefois, ils subissent déjà un effet venu du dehors que l'on peut considérer comme un premier pas vers la conscience. En ce qui concerne les plantes, bien qu'elles n'aient pas non plus conscience du monde extérieur, nous les voyons rechercher la lumière. Il existe donc incontestablement une relation et un rapport entre leur mouvement et leur milieu. Donc, il va y avoir une interaction qui fait qu'il y a vie, mais qu'on a du mal à qualifier. Voilà, dit Schopenhauer, et c'est un des premiers en quoi considère le caractère de l'animalité. L'animal va chercher les objets, essayer de les discerner, se déplacer, mais aussi les discerner d'un fond, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est devant et que je vais pouvoir bouffer ou pouvoir évaluer, ou avec lequel je vais pouvoir avoir une interaction. Et ce n'est pas le cas pour la vie végétale. Voilà, entre le végétal et l'animal se pose une question, je vais accélérer un petit peu, celui de la sensibilité. Est-ce que les végétaux, les animaux ressentent quelque chose qui serait du même ordre, puisque cette comparaison est à la base de cet anthropomorphisme. Alors, Tassin redit que, Jacques Tassin, la capacité de la plante ou des individualités alimentaires à percevoir une caractéristique de son environnement, à la transcrire sous forme de signal, donne, puis à y répondre par une cascade de réactions moléculaires, aboutissant à une inflexion de son activité biologique. Voilà. Est-ce que la sensibilité, ce ne serait pas que la plante peut recevoir des signaux, y répondre, enfin avoir une réaction moléculaire, les analyser justement, et que cette réponse biologique serait une forme de sensibilité déjà, de réception, et de conscience, entre guillemets, de réaction. Mais la question, vous le voyez, c'est pour ça qu'on avait besoin, avec cette première partie de Burga, de se débarrasser de la comparaison au monde animal. Si c'est le cas, ce n'est pas du tout des rapports aux animaux, et cette petite histoire préalable de la physiologie permettait de comprendre qu'on n'était pas capable de pouvoir mettre des mots dessus tant qu'on la comparait à un animal. Et la question que pose Burga à la fin de cette paragraphe-là, de cette partie, quelles notions mobiliser si celles dont nous disposons ne sont pas appropriées à la vie végétale? Pas conscience, pas liberté. Schopenhauer ajoute, il est impropre de dire que les plantes perçoivent la lumière et le soleil, mais que nous faisons l'expérience qu'elles réagissent différemment selon la présence ou leur absence par la manière dont elles s'orientent pour les rechercher. C'est la distinction, c'est pour ça qu'on est dans un exercice de base de philo, finalement. C'est pas qu'elles le perçoivent. Elles s'adaptent à ce qui est là. Elles s'orientent pour les rechercher, mais il n'est pas dit qu'elles le perçoivent. Parce que la perception, c'est le fait qu'il y ait un élément qu'on reçoit et puis une analyse avec une réponse. Voilà, c'est pour ça que le problème du comme si, ça a l'air d'être comme une perception, ça a l'air d'être comme quelqu'un qui recevrait un signal et qui répondrait.
va poser question à Burga. Chaque fois qu'il y a des panneaux verts, c'est un chapitre différent. Voilà, est-ce que quand une maman oiseau soigne ses petits, on a tendance à voir les soins d'une mère humaine avec ses enfants? Et est-ce qu'on peut dans ce cas-là parler d'amour maternel pour un oiseau? Évidemment qu'on a tendance à le faire. Si nous comprenons la conduite de la mère humaine comme l'expression d'un amour réel, nous nous demandons si le comportement de l'animal n'exprime pas seulement un amour apparent, c'est-à-dire on pourrait penser, en plaquant l'un sur l'autre, que ça suffit à expliquer l'attitude. Voilà. Mais la conclusion qui est là, c'est qu'on ne peut pas en tirer cette conclusion. Voilà. Il n'y a pas de psychologie végétale parce qu'il n'y a pas de psyché végétale, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'éléments qui permettent de l'analyser. Donc, jusqu'à preuve du contraire, et on va pouvoir prouver ça, puisque là, on était juste sur la partie de considération, l'ontologie, comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'éléments, et alors, l'amorce, elle est très forte. Voilà. Le lien de la trajectoire au soleil, le lien à la stimulation lumineuse vont être des éléments, des capacités, entre guillemets, vraiment propres aux plantes et pas du tout aux animaux, qui vont avoir des éléments distinctifs qui sont, voilà, par exemple, le phototropisme, qui donne l'impression que quelque chose pourrait réagir en fonction d'eux. Alors, c'est l'exemple phare des plantes carnivores, c'est-à-dire il y a une plante et puis elle agirait puisqu'il y a un insecte qui viendrait. On va dire, pour faire court, il faut lire le livre, c'est pas seulement, il n'y a pas d'intention dans la plante carnivore, c'est tout un tas d'éléments qui permettent que les insectes soient piégés, mais elle ne choisit pas de… C'est l'insecte qui vient, c'est l'insecte qui se piège, et c'est tout un système de décomposition qui fait que les éléments vont être intégrés en azote. Voilà, ces plantes compensent la faible quantité d'azote que leur offre le milieu où elles se trouvent en piégeant des insectes dont elles digèrent les parties molles. Voilà, mais oui, digérer égale comparaison animale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le fait qu'il y ait une réponse locale à une stimulation locale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive et que quelque chose répond, ne veut pas dire qu'il y a un contrôle central, ne veut pas dire qu'il y a une sorte d'intelligence ou de compréhension ou d'interprétation. Voilà, exemple simple, la plante peut-elle fermer et ouvrir ses feuilles? Non. L'animal, lui, peut librement fermer et ouvrir ses mâchoires quand il en a envie pour mâcher, pour bâiller, pour exercer une faculté. Il peut arrêter et inverser chaque mouvement en cours. Donc, il n'y a pas de réaction et d'autonomie de la vie végétale. Alors, les plantes sont comme si elles percevaient, comme si elles étaient sensibles, mais le fait qu'elles réagissent à un stimulus n'est pas un signe, c'est-à-dire n'est pas le fait qu'il y ait un signal comme un signal lumineux pour une chouette qui déclencherait quelque chose. C'est la même chose. Les plantes ne vivent pas dans un monde de signes, c'est-à-dire des choses qui seraient à l'extérieur et qu'elles interpréteraient comme un animal qui chasse une proie va repérer une couleur. Et c'est là où Tassin va faire une distinction entre signal et signe. Il y a un signal qui me viendrait et que j'interpréterais pour m'en servir, et un signe serait justement quelque chose qui serait possiblement interprétable ou pas. Voilà, la vie des plantes n'est pas subjective parce qu'elle n'est que vie et elle n'a pas de rapport mécanique à un objet extérieur. Elle n'est pas en train d'analyser quelque chose et elle aurait une réponse mécanique à cet élément. Entre guillemets, elle prend ce qui se passe. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience et qu'il n'y a pas d'intention. En fait, c'est quand même pas rien comme différence. Alors, la fin de cette partie, c'est que l'anthropomorphisation, c'est la plus grosse. C'est ce qu'analyse Burga, on l'a déjà assez dit, c'est que ceux qui parlent du cri de la carotte ne sont pas partis à l'idée de se passer de se nourrir de plantes et de faire pousser des jardins. Voilà, nous continuons à entretenir nos jardins en les taillant, en les arrachant, en somme, sans crainte d'être privés ou frustrés de quoi que ce soit pour ne pas les utiliser. Cette anthropomorphisation délibérée ne met pas à l'épreuve les notions TELUS, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire puisque la carotte souffre, on prendrait un avis radical de ne plus en consommer. Voilà, et Tassin va plus loin puisqu'il parle du livre de Stefano Mancuso en disant que
il se demande quelles sont les raisons de l'engouement du public pour les contes de cette vie secrète des arbres, qui est plutôt de l'ordre du conte que de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que le fait de raconter quelque chose qui serait anthropomorphique serait une façon de raconter une histoire de respect que l'humain aime entendre, de dire les arbres sont nos frères, mais pas plus que ça en fait. C'est à la fois pas fondé scientifiquement, pas finalement de la vraie vulgarisation, puisque c'est une projection d'un schéma humain sur quelque chose qui ne l'est pas. Voilà. Est-ce que Francis Allais dit, voilà, qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de penser une plante, c'est que c'est une altérité radicale, c'est le truc le plus opposé à nous, le plus opposé de tout. Voilà, leur morphologie est très différente de la nôtre. Elles n'ont pas de comportement, elles ne sont pas en train d'agir de façon changeante. Et donc, la manifestation physique, le fait d'analyser un signal et de réagir, elles n'ont pas ça non plus. Et puis, surtout, quand il y a un comportement, c'est-à-dire une analyse d'un signal et puis une réponse, ça suppose qu'il y a un moi à l'intérieur qui est en train de décider, de diriger, et là, il n'y en a pas. Parler du vécu d'une plante est assurément impropre, finit Burga sur cette. Il n'y a pas d'intériorité chez les végétaux. La vie végétale n'est ni psychique ni transcendantale, c'est-à-dire elle ne sort pas du monde, elle est toujours liée à ce qui est autour d'elle. Et la formule est assez parlante. Les plantes n'ont pas de monde. Voilà, la notion de milieu fait que la plante va être directement dans un environnement, mais pas liée à un milieu qu'elle va rechercher. Pas d'organes de sens. Et enfin, elles n'ont pas une activité, une liberté, et une possibilité de mouvement, de déplacement qu'ont les animaux. Elles n'ont pas de sensation, elles n'ont pas de système moteur, elles n'ont pas de système nerveux. Ça commence à faire beaucoup comme différenciation. C'est pas mal d'en faire l'inventaire. Donc la question que pose Burga, c'est comment on peut penser un objet qui est tellement différent de nous. En fait, c'est pour ça que c'est un livre qui est assez simple à lire, mais assez compliqué. C'est-à-dire comment on peut imaginer que quelque chose ressent quelque chose sans avoir un appareil de sensation. Et comment on peut s'éloigner de l'anthropomorphisme. Comment on peut penser quelque chose. Comment, dit Scheller, ce que nous nommons chez les animaux la vie des tendances, la plante ne possède que la pulsion générale à la croissance et la reproduction, et elle n'a pas de poussée, elle n'est pas en train de désirer quelque chose, elle n'est pas en train de se comporter activement pour se féconder, elle ne choisit pas sa nourriture, elle n'a pas à aller le chercher, elle est végétative. Cette caractérisation privative qui fait qu'elle n'est rien de tout ça. La plante n'a pas, on l'a dit, de mouvement local spontané, pas de sensation, pas de tendance spécifique, pas d'association, pas de réflexe, pas de système moteur, pas de système nerveux. Elle est une caractérisation privative. Je vous disais que Burga dit dans toute la première partie comment on peut se différencier de l'animal pour mieux comprendre cette anthropomorphisation, mais aussi mieux commencer à décrire ce que serait la vie végétale. C'est un premier pas indispensable à l'ouverture d'un espace de réflexion philosophique qui sorte de cette analogie qui a toujours été l'histoire des plantes. Et puis, la dernière chose qui peut paraître très curieuse, c'est une formule de Hegel, c'est que le monde animal, comme il doit s'adapter continuellement à son milieu qui est autour, il est incertain, anxieux et dans le malheur, c'est-à-dire il doit continuellement essayer de trouver ce qui n'est pas lui. En fait, comme le monde animal est clos sur lui-même, c'est un corps qui se déplace, il doit toujours être en interaction avec les autres, que ce soit essayer de trouver un bureau de tabac à 23 heures ou de draguer ma cousine, c'est-à-dire ou d'essayer de se nourrir en mangeant ma cousine. Là, on est tout le temps dans un rapport extérieur et donc notre vie va être aussi celle de cet échange entre obtenir quelque chose, désir, réalisation de ce désir et puis deal pour l'avoir. C'est pour ça qu'il y a incertitude, alors que la vie végétale fixée n'a rien de tel. Les stratégies, si on peut lui poser sur elle ça, c'est le milieu dans lequel elle est, rien de plus et rien de moins. Voilà, et même si les éléments extérieurs sont des adversaires, elle peut être brisée. D'ailleurs, on pourrait imaginer que les arbres soient tronçonnés, mais finalement, les arbres meurent par des actions mécaniques extérieures la plupart du temps. Par un élément qui fait que ça s'arrête, mais qui fait que ça ne s'arrêtera pas longtemps d'ailleurs. Alors c'est pour ça que le terme est assez beau, les végétaux forment un contre-monde, c'est-à-dire autre chose que nous, qui n'ont pas de rapport avec l'adversité, qui ont l'air indifférents,
n'ont pas de cette césure de la naissance, qui n'ont pas la rupture irréversible de la mort, qui s'effondrent sur eux-mêmes pour renaître ailleurs. C'est tout autre rapport au temps, tout autre rapport à l'espace, tout autre rapport à l'autre, qui est tout à fait fascinant. Et qui fait qu'on va pouvoir écouter un instant ma chère Madame Florence Burgard, qui va nous expliquer, alors ce n'est pas elle tout de suite, c'est un sociologue, toujours dans cette petite émission Les idées larges, qui s'appelle Sellos, qui va résumer absolument tout ce que je viens de vous raconter en 2 secondes. Pour parler des plantes. Tous les termes que l'on va calquer sur la plante, comme effectivement la conscience, la sensibilité, l'entraide, et qui viennent du monde animal, risquent de ne pas faire comprendre finalement ce qu'est l'essence de la plante, mais simplement de le faire un simple reflet de l'humanité. Et quand on parle d'intelligence des plantes, en fait, on prend les gens pour des cons parce qu'on leur met entre les mains une image de la plante qui les renvoie à l'image qu'ils ont de l'intelligence eux-mêmes et qui fait de la plante finalement quelque chose qui ressemble à des animaux ou à des hommes. Et ça, c'est coupable en termes de vulgarisation parce que ça ne permet pas d'aller vers le cœur de ce qu'est proprement la plante, sa plantalité, son altérité. Et une plante, c'est pas un animal. Bon, on parle d'intelligence, mais si vous remplacez le mot intelligence dans tous les textes qui l'utilisent par le mot adaptation, non seulement vous ne changez pas le sens du texte, mais en plus vous le rendez plus clair. Et en parlant d'adaptation, vous parlez du mécanisme qui conduit à l'apparition des mécanismes qui sont ciblés. Vous êtes vraiment dans le processus plus que dans la fresque. Voilà, l'idée serait que cette vie continue qui ne s'arrête jamais, ce serait une sorte de processus, et par le terme de processus, plutôt que le terme d'un objet ou un individu, ce serait déjà une façon de mieux comprendre ce que serait la vie végétale. Et ça, c'est vraiment un problème que nous avons, c'est que nous avons une vision tellement auto-centrée du monde, nous sommes tellement anthropocentriques, que nous pouvons abîmer le monde aujourd'hui sans nous en apercevoir. Quelque part, l'attitude d'esprit qui exporte l'animalité vers d'autres objets, ça participe de cette vision zoocentrique et anthropocentrique du monde qui a abouti aux crises environnementales actuelles. Voilà, puisque zoocentrique, zone c'est animal, hein, anthropos humain, l'idée que ça serait un tout, c'est la vie végétale, la vie animale, fait qu'on n'a pas fait de distinction sur la façon de les traiter. Et donc que cette question environnementale d'aujourd'hui va pas être résolue de façon aussi simple que prévu. Et on va voir en quoi. Alors, je vais aller plus vite parce qu'on ne peut pas tout dire. Hein. Il y a une différence entre l'animal et le végétal. Elle viendrait de cette notion de vie et de vivre. Renaud Barbara, il propose ça, en fait. C'est simple. La vie, ça serait le végétal. Le vivre, ça serait l'animal. Et si on appelle au souvenir de philosophie de Jean-Paul Sartre de Terminal, le vivre, c'est le fait qu'on ait une expérience de la vie et donc qu'il se passe des choses avec ces interactions. Le vivre est la vie vécue par un vivant mortel, et le fait qu'il soit mortel, qu'il va disparaître, donne un sens particulier à ce vivre, à ce vécu. La vie serait une sorte de poussée continuelle. Et c'est comme ça qu'on pourrait commencer à distinguer les végétaux. Première possibilité. Voilà, je l'ai redit ici. Être un sujet, c'est vivre par dans le lien avec l'extérieur. Le sujet du vivre, l'animal, il désire, il perçoit, il est affecté, il est placé sous la menace constante de sa mort, il a une condition contrariée du vivre, je disais l'altérité, c'est-à-dire il doit trouver avec d'autres choses des moyens de vivre et d'interagir. La vie elle-même, au sens végétal notamment, elle est juste l'action de cette force de vivre. Pas plus, et elle est moins dramatique en un sens. Voilà, elle le définit très bien. On a enfin l'occasion d'écouter Florence Burgard. C'est la volonté. C'est la volonté. Dans vos livres, vous distinguez la vie et le vivre. Vous pouvez nous expliquer cette distinction ? Oui, la vie désignerait la vie végétale au sens d'une poussée surpuissante, toujours recommencée,
qui nous a précédés, qui nous succédera, une vie que rien ne semble pouvoir affecter, que j'oppose au vivre, qui serait donc la vie vécue par un vivant mortel. Et donc c'est une vie inquiète, parce qu'il n'est pas nécessaire évidemment d'avoir l'idée abstraite de la mort pour que les êtres vivants mortels ressentent évidemment la vulnérabilité de leur propre existence et de leur propre corps. Il y a quelque chose qui est assez beau, c'est qu'en effet, si on pense qu'une Marguerite est un individu unique, on a l'idée qu'elle a une vie beaucoup plus courte que la nôtre, mais si on pense, c'est pas le terme qu'emploie Burga, mais la margueritité, ben, elle s'arrête jamais et elle est beaucoup plus grande et importante que ma vie de mortel. Et donc, j'ai plus de raisons d'être inquiet qu'une Marguerite, puisque moi, ça va s'arrêter. Une fois que c'est conçu comme ça change la façon de percevoir le monde, parce que ce rapport à l'immortalité, on va dire, elle change l'interaction, elle change le rapport à l'espace qui est autour, et elle change la conception qu'on peut avoir du végétal. Il n'y a pas de supériorité de l'un ou l'autre, évidemment. Je me suis dit que cette distinction pouvait un peu ramasser l'ensemble des différences qu'on peut établir entre ces deux formes de vie. C'est quoi alors? Voilà, ça c'est une première distinction. Les plantes, j'ai dit que j'allais un peu plus vite, donc elle fait une distinction pour qualifier la vie végétale entre vie et vivre. Le rapport à ce monde vécu environnant, c'est-à-dire comment il y aurait interaction de l'un avec l'autre, c'est ce couple que reprend Plessner puis Dritsch, de forme ouverte et de forme close que j'ai abordé tout à l'heure. C'est assez fort comme idée. Les animaux seraient des formes fermées. C'est-à-dire, ils sont terminés. C'est pour ça qu'on a dit, si on coupe un bout, c'est fini, ou ça va être moins bien. Alors que les plantes seraient des formes ouvertes, c'est-à-dire que leur être n'est jamais terminé. Elles sont continuellement dans un rapport indéterminé avec ce qui va se passer, avec leur continuité, avec l'environnement qui est autour. Il y a un temps fini pour les animaux, il y a un temps indéterminé pour les plantes. Ce qui fait encore une différence, le vivre, et puis forme fermée, forme ouverte. Forme ouverte et forme close. La forme ouverte, celle des plantes, c'est l'insertion immédiate de l'organisme dans son milieu. Il n'y a pas du tout de... Elle est dans son milieu sans immédiate, c'est-à-dire il n'y a pas de média entre elles. Il n'y a pas à trouver de la nourriture et il n'y a pas à cuisiner. Il n'y a pas à transformer quelque chose qui est devant nous. Il n'y a pas un moment de la nutrition pour la plante. Elle est en continuel rapport avec l'extérieur. La forme close, celle des animaux, elle est dans un rapport indirect avec son milieu. Être un individu signifie ne pas être intégré au monde. C'est-à-dire, et là, ça devient une définition qui est intéressante pour d'autres sujets encore, c'est que c'est pour ça que la plante n'est pas un individu, parce qu'elle est dans un flux continu avec son environnement, alors que nous, en étant séparés de ce monde et en étant dans ce rapport, alors Hegel dit inquiet, on ne va pas être inquiet pour un jeudi soir, mais on est tout le temps en train d'avoir quelque chose à trouver dans ce monde et d'interagir avec, et c'est cette séparation-là qui fait qu'on serait un individu. Voilà. Moins il y a intégration, plus il y a individu. C'est le fait qu'il y ait l'individualité implique cette discontinuité. Il faut toujours aller vers autre chose pour essayer de s'en nourrir, parole intellectuelle ou nourriture terrestre. L'organisme animal et humain ne fait pas que vivre, il existe. Il crée une relation avec l'entourage. L'entourage existe avec l'homme et l'animal, pour eux et à travers eux, en tant que structure significative. C'est aussi pour ça qu'il va y avoir quelque chose de symbolique, même pour des animaux. C'est-à-dire quelque chose ressemble à un truc qui m'intéresse, une banane, par exemple. Ça a l'air de ressembler à une banane, je me pointe pour le découvrir. Et puis, c'est mon copain Jean-Michel. Ça ressemble à une banane. Voilà. Est-ce que les plantes ont un monde vécu environnant? Est-ce qu'elles sont, puisqu'elles sont en continuité dans cet environnement, est-ce qu'elles vivent cet environnement? C'est une question redoutable. Burga dit que c'est sans doute impropre de parler Umwelt, c'est le terme qu'emploie Uxul. J'en avais parlé à propos des animaux. Les animaux ont leur monde, ils ont une espèce d'environnement dans lequel le monde va être familier ou qu'ils vont traduire de cette façon-là, que ce soit de marquer son territoire ou que ce soit de s'intéresser à certaines choses plutôt que d'autres, et on met les humains dedans.
Burga dit que ce serait impropre d'employer ce terme de monde à propos des plantes parce que ça serait réduire ce rapport d'interaction continue. Voilà, la plante ne peut construire son milieu et le dominer, elle ne possède aucun organe de milieu, organe qui lui serait inutile puisqu'elle est immergée dans son habitat. Il n'y a pas une espèce d'outil de vision, de digestion, il n'y a pas d'organe d'interaction en fait. Directement, l'habitat n'est donc pas un milieu. Et puis, voilà l'emplacement dans lequel elle se trouve. Les rapports de la plante à son habitat sont entièrement différents de ceux de l'animal à son milieu. Sur un seul point, il y a quelque chose qui coïncide. Tous les deux effectuent un choix précis parmi les événements du monde extérieur qui les concernent. C'est-à-dire ils ont évidemment un rapport de tri en fonction de ce qui va être autour, mais le simple fait qu'il n'y ait pas de déplacement fait qu'il n'y a pas d'habitat à fabriquer, alors que les animaux, oui. Et cette distinction animale-végétale, elle va être assez parlante. C'est pour ça que j'ai choisi que les interventions de Florence Burga arrivent après les remarques, parce que ce qu'elle dit est beaucoup plus compréhensible. Pour Florence Burga, cet anthropomorphisme brouille trop la frontière entre vie animale et végétale. Si on se focalise sur des critères empiriques, ou bien si on se place au niveau infiniment petit, moléculaire, évidemment, on ne voit plus de distinction. Et à ce moment-là, entre un virus et un être humain, on va dire, nous avons affaire à deux animaux. Bon. Donc, pour saisir les différences qu'on appelle donc ontologiques, les manières d'être au monde, on est obligé de lever le nez, si je puis dire, des critères empiriques et de voir comment chaque forme, en fait, s'organise. Le mouvement des plantes, de toute façon, est fondamentalement différent du mouvement animal parce qu'il est précisément commandé par des éléments extérieurs. La plante va grimper parce qu'il y a un support qui se présente. La fleur va s'ouvrir en raison de la lumière. Tandis qu'un animal, entendu au sens large, un humain compris, nous pouvons ouvrir nos mains pour prendre quelque chose ou bien simplement pour faire une mimique. Voilà, c'est assez simple dit comme ça. Le dernier élément qui va jouer dans ces distinctions, on a dit vivre, vie, élément clos, ouvert, le rapport à l'analyse de signal ou de signe, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de monde vécu, qu'il n'y ait pas d'éléments d'organes pour percevoir, et donc pas de sensibilité directement, pas, tel qu'on pourrait le définir, c'est-à-dire une réponse à un stimulus extérieur. Sans organes sensoriels et sans système nerveux, les plantes sont dans l'action, mais dans la perception, non dans la perception. C'est en cela qu'il n'y a pas de cercle fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va analyser, décortiquer. Elles sont dans une réception de quelque chose et dans l'action qui va avec. Les êtres vivants qui ne donnent qu'une seule signification à un objet diffèrent de ceux qui peuvent donner plusieurs significations à un objet. La différence peut se faire là aussi, c'est que nous sommes capables d'interpréter des objets et les animaux dans l'ensemble. Il y a pour les plantes des facteurs de signification. Chez tous les êtres vivants, c'est une question de première importance, mais les plantes sont des êtres vivants qui ne vivent pas la vie ambiguë qui est celle des animaux, c'est-à-dire d'être capable d'interpréter ces signaux, de dire ça m'intéresse plus, ça c'est une plus grande banane, ça c'est une plus petite. Commandée par des impératifs vitaux, elle n'est pas en mesure de faire cette distinction et de ranger l'ensemble. Ils ne réagissent en tant qu'organisme vivant, mais pas en tant qu'individu singulier, avec en plus tout un background derrière, c'est-à-dire que l'animal, il a appris quelque chose de son expérience de vie en plus, c'est-à-dire il sait comment trouver les meilleures bananes et à quel endroit et à quel moment. Ce n'est pas le cas du tout. Pour un animal, il reste lui-même malgré ce continuel changement. Et la vie végétale, elle, c'est la conclusion quasiment, c'est plutôt une force pure. C'est-à-dire quelque chose qui serait une force qui va, mais qui n'est pas cette capacité à s'adapter à ce changement, à l'interpréter, à avoir de l'autonomie et donc à l'inquiétude au sens général. C'est pas juste c'est pas que mon chat a du mal à s'endormir, c'est plutôt une inquiétude d'être aux aguets en fait. Il y a une formule dans l'abécédaire de Deleuze sur les animaux, il dit il y a des animaux qui sont aux aguets, ils ont toujours les oreilles qui sont dressées, qui interprètent continuellement des signaux et ils sont en train de voir ce qui peut se faire. Ce n'est pas le cas du monde végétal. Une force qui va, qui
qui a une autonomie beaucoup plus importante. Et un rapport au temps, à l'espace qui est tout à fait différent. Voilà, elles ne sont pas des individus, j'avance, elles n'ont pas de centre, en fait, puisqu'elles sont dans une transformation continue, et c'est ce centre qui aurait pu en faire quelque chose en soi. Voilà, elles n'ont pas de soi, elles n'ont pas une sorte d'organisme centralisé. Le fait qu'elles puissent se démultiplier est presque plutôt intéressant, d'ailleurs, intellectuellement. Et l'absence d'un centre se voit morphologiquement, mais biologiquement aussi, parce qu'il n'y a pas une plante qui débute et puis il y a son cousin, son fils, son fils, son fils. Voilà, la greffe le démontre, c'est la possibilité d'être continuellement dans autre chose en étant soi-même. Il n'y a pas de soi, voilà, se demande où est le soi quand on est capable par la greffe d'un poirier d'être sur un pommier. C'est quand même... L'impossibilité de la greffe démontre de manière tangible et opérationnelle la réalité du choix biologique, c'est-à-dire on ne peut pas me greffer un poirier dans le dos, me greffer un poil dans la main, mais ce n'est pas évident qu'il reste. Mais le fait qu'on ne puisse pas m'ajouter quelque chose d'autre montre que j'ai un soi, c'est-à-dire je suis en soi, dirait Hegel. Et en plus, il ajoute que comme je suis conscient de ce qui m'arrive, j'ai un pour soi, c'est-à-dire je me rends compte de ce que je suis. Là, ce n'est pas le cas du tout. Il n'y a pas cette distinction-là, il n'y a pas de dedans de la nature. On ne pourrait pas dire qu'elle se nourrit, elle est toujours ouverte et elle est dans un rapport continuel d'échange avec cet extérieur. Et ce que serait un individu. La vie végétale vivrait donc d'une toute autre vie que celle que nous pouvons percevoir et expérimenter. Nous avons une vie fragile, temporaire, risquée, inquiète, avec une naissance et une mort, et il n'y a pas ça dans la vie végétale. Il n'y a pas de rapport à l'espace, voilà, puisqu'on ne se déplace pas, il n'y a pas de changement, pas de mobilité. Il n'y a pas de psychisme ou de temps vécu qui fait qu'il y aurait un temps de la mort, de la naissance ou de la suite, de la transmission, de la reproduction. Chez les animaux, on a un temps qui est notre temps, alors que chez les plantes, elles ne meurent pas vraiment. La présence en terre de graines ou de fragments de racines suffit à leur renaissance. Elles n'ont pas un rapport au temps qui est le même que nous. Une plante n'est pas morte. Elle peut avoir à plusieurs titres. Les plantes, c'est une chose merveilleuse, on dirait de la science-fiction, sont des êtres atemporels. Pas de centralité qui faisait la particularité d'un individu. Il y a bien transfert d'informations, mais on ne peut pas pour autant imaginer qu'il y a une conscience qui les recueille, une réaction à avoir et qu'elles ressentent quelque chose. On ne l'a ni prouvé physiologiquement, ni prouvé intellectuellement, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, une dernière chose que souligne Burgas, c'est que nous avons des comportements anormaux, et c'est ce qui fait de nous des animaux, c'est-à-dire que des fois, on fait pas seulement n'importe quoi en jetant des bananes sur mon cousin, c'est qu'on est quelquefois capable de liberté et de ne pas choisir le bon truc. Enfin, on peut en mourir dans le monde animal. Mais sur ça aussi, ce n'est pas la question pour la vie végétale du tout. Il n'y a pas une anomalie comportementale qui fait que quelque chose aurait un sens. Puis il y a un petit chapitre que je ne développe pas, c'est ce que dit Burgam et à la suite de certains botanistes, c'est la beauté des plantes qui n'a pas de signification. C'est-à-dire qu'il y a des éponges qui ont des couleurs différentes, mais aucune de ces couleurs n'est un stimulus ou un signal envoyé à un animal ou à une autre congénère plante. Et donc là, on a quelque chose qui est intriguant justement dans la façon de... C'est pour ça une apparence inadressée. Si vous bouclez avec ce qu'on a dit au début, donc étudier la plante par sa forme extérieure était peut-être pas la meilleure des solutions ou pas la plus immédiate des solutions. Voilà, la conclusion, et elle reprend tous les éléments, au terme de l'examen des questions épistémologiques, donc de sciences, portant sur les conditions de possibilité de la connaissance des plantes, la pertinence des concepts pour décrire leur vie, donc ça ne marche pas bien, avec sensibilité, perception, la métaphore ou l'analogie, l'homologie, c'est le fait de faire une science du même. Le piège des critères empiriques, c'est-à-dire de penser empiriquement, c'est-à-dire par l'expérience, comment ça se comporte, comment ça va agir, Au terme de l'examen comparé entre la vie végétale
et l'existence animale, alors la vie végétale est indéfinie, indifférente, non soucieuse de soi, il n'y a pas de soi, alors que la vie animale, elle est individuée, il y a un individu, elle est psychique, elle est libre, avec un comportement spécifique en fonction des individus, inscrite dans un temps fini avec un début et une fin, et donc inquiète pour elle-même. La conclusion, c'est quand même que la vie végétale, sujet d'une vie consciente, est l'altérité radicale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus différent d'un animal que cette vie végétale. Et le tour de force de cette retranscription, c'est celle-ci. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de cette compréhension de ce que pourrait signifier une vie végétale pour ce que ça nous apporte de compréhension de ce que nous sommes nous. Une petite pré-conclusion, on a déjà vu l'extrait, mais on le revoit parce que l'enjeu moral, qui est notre troisième morceau, vous voyez que j'ai pris que les titres, là, c'est terminé, la sonnerie va sonner, on va s'en aller. C'est Los qui reprend cet enjeu écologique et la difficulté que l'anthropomorphisme causait, en fait. Cette enquête du cri de la carotte, et il posait problème parce qu'il est amusant, voilà, mais il brouille la façon de comprendre le végétal et il va brouiller la façon dont on peut le défendre ou l'interpeller. On écoute tout de suite l'extrait de Sélos. Tous les termes que l'on va calquer sur la plante, comme effectivement la conscience, la sensibilité, l'entraide, et qui viennent du monde animal, risquent de ne pas faire comprendre finalement ce qu'est l'essence de la plante, mais simplement de le faire un simple reflet de l'humanité. Et quand on parle d'intelligence des plantes, en fait, on prend les gens pour des cons parce qu'on leur met entre les mains une image de la plante qui les renvoie à l'image qu'ils ont de l'intelligence eux-mêmes et qui fait de la plante finalement quelque chose qui ressemble à des animaux ou à des hommes. Et ça, c'est coupable en termes de vulgarisation parce que ça ne permet pas d'aller vers le cœur de ce qu'est proprement la plante, sa plantalité, son altérité. Et une plante, c'est pas un animal. Bon, on parle d'intelligence, mais si vous remplacez le mot intelligence dans tous les textes qui l'utilisent par le mot adaptation, non seulement vous ne changez pas le sens du texte, mais en plus vous le rendez plus clair. Et en parlant d'adaptation, vous parlez du mécanisme qui conduit à l'apparition des mécanismes qui sont ciblés. Vous êtes vraiment dans le processus plus que dans la fresque. Et ça, c'est vraiment un problème que nous avons, c'est que nous avons une vision tellement auto-centrée du monde, nous sommes tellement anthropocentrique, que nous pouvons abîmer le monde aujourd'hui sans nous en apercevoir. Quelque part, l'attitude d'esprit qui exporte l'animalité vers d'autres objets, ça participe de cette vision zoocentrique et anthropocentrique du monde qui a abouti aux crises environnementales actuelles. Bref, Marc-André Sélos et Florence Burga estiment que cet anthropomorphisme pose un problème philosophique majeur. À trop tout rapporter à l'homme, on devient aveugle à la spécificité du monde végétal, ce qui aboutit à une mauvaise compréhension de nos écosystèmes, ce qui fait que certains enjeux, notamment environnementaux, nous échappent complètement. De son côté, Mancuso dit qu'il est illusoire de penser qu'on puisse échapper à l'anthropomorphisme, l'homme ne peut pas se décentrer, c'est pour ça qu'il propose d'élargir notre vocabulaire aux plantes. Mais Florence Burga va plus loin et pose ce problème sous un angle moral. À la fin de son livre, Peter Wohlleben écrit « Cher lecteur, vous qui êtes peut-être en train de lire au coin du feu, eh bien, la bûche qui crépite, c'est le cadavre d'un être. Les pages de votre livre sont des copeaux que l'on a arrachés. Est-ce pour autant blâmable ?» Et je pense que cette question « Est-ce pour autant blâmable ?» est très remarquable parce qu'elle consiste à dire les plantes souffrent exactement comme les animaux, même si c'est fondé absolument sur rien. Et c'est une façon de dire aux gens, écoutez, tout souffre, donc ne vous préoccupez de rien. Je vois un petit peu cette entreprise comme un contre-feu à la cause animale. C'est clairement en tant que militant. Voilà, alors la fin de l'histoire, c'est là où ça devient intéressant, le rebondissement final. C'est que, exercice de philosophie remarquable, analyser l'histoire d'un objet qui n'a jamais été analysé, comprendre pourquoi les rangements scientifiques, les mots ne suffisaient pas à le faire correctement, puis essayer de déterminer en quoi c'est pas un animal, et en faisant ça, comprendre la particularité de la plante. Et on va me dire, ok, super, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, pour rappel, Florence Burga, elle s'intéresse à la condition animale et qu'il ne s'agit pas de ranger le monde des vivants global dans un ensemble, mais que la défense du monde animal, notamment pour empêcher qu'on les tue,
va se faire d'une autre façon si le monde animal, humain et ce qu'on appelait animaux, est rassemblé et différencié du monde végétal, justement. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un bloc comme un ensemble global. Ce qui fait qu'elle s'intéresse aux éthiques environnementales et à la traduction juridique, et puis à ce biocentrisme. Elle note que, par exemple, dans les chartes qui ont été faites des droits des arbres, ou une sorte comme des droits, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une Déclaration universelle des droits des arbres. Voilà, le fait d'avoir plaqué dessus comme si un arbre était un individu, une personne, dit Mancuso, c'est encore plus redoutable dans la confusion que ça va créer sur la possibilité notamment de protéger les animaux sauvages, de protéger la place qu'ils peuvent avoir. Parce que ce que dit, c'est assez rigolo dans la conclusion, en fait, tout ce travail, finalement, Burga a beaucoup analysé le rapport aux animaux, et c'est la première fois qu'elle va vers le monde végétal. C'est une des seules fois, d'ailleurs. Et on est transparent. C'est qu'en disant ce qu'est la vie végétale, ça va permettre de mieux comprendre ce que serait cette vie animale et de quelle façon on peut légiférer pour la protéger. Alors, elle commence avec un dernier truc, hein, en 3 minutes, ce sera fini. Tom Regan dit la raison pour laquelle nous pourrions avoir des devoirs directs envers les brins d'herbe, les pommes de terre ou les cellules cancéreuses n'est pas très clair. Effectivement, si on doit défendre le monde animal et qu'on met les cellules cancéreuses dedans, on n'est pas tous fans. Le fait que les brins d'herbe auraient des droits, ça commence à être le bordel. Voilà. Est-ce que le caractère d'être vivant permettrait d'être défendu en général? Et Burga dit c'est moralement et éthiquement impossible d'essayer d'avoir une distinction comme celle-là. C'est même peut-être un peu dangereux. Par contre, vous revenez au point de départ, l'anthropomorphisme qui consisterait à dire que la carotte crie, et donc de ranger dans le même monde le végétal et l'animal, est une façon de les exclure du monde des humains. Elle fait une césure, elle dit il y a un rapport, les animaux nous sommes des animaux. Nous avons des droits de ce type-là, et il y a des droits qui peuvent être mis en avant pour défendre des forêts, parce que certaines personnes, voilà, le verdissement de la conscience, certains intellectuels appellent à des chartes sur les droits des animaux, c'est à la possibilité pour des lacs, des forêts, de porter plainte par la voix d'un humain pour demander réparation s'il y a destruction, parce qu'effectivement, si je détruis, certains sont plus radicaux, Mancuso parle, si je ne m'abuse, du fait que détruire une forêt est plus grave que tuer un humain, puisque il a un impact sur beaucoup plus d'humains que la seule disparition d'un seul individu. Ce que dit Burga, c'est que cet anthropocentrisme, il a une difficulté dans le fait qu'il met tout le monde dans la même boîte et qu'il n'arrive pas à distinguer assez précisément ce fait qu'il n'y ait pas de conscience, qu'il n'y ait pas de mobilité, qu'il n'y ait pas de rapport à un monde extérieur dans le monde végétal. Voilà, la souffrance des plantes serait le contre-feu de la cause des animaux. C'est-à-dire, vous nous emmerdez à ne pas vouloir manger des animaux, oui, mais les plantes, elles souffrent aussi, donc on peut les mettre dans un bloc général. Alors, ce que dit Burga, qui est intéressant, c'est qu'elle dit ce n'est pas au nom de la souffrance que ces plantes ou que ce monde végétal pourra être protégé. Elle fait une comparaison qui me parle, puisque je suis prof d'histoire de l'art, c'est que, par exemple, les tableaux au Louvre sont protégés, ils n'ont pas de droit, c'est-à-dire ils ne portent pas plainte, ils ont un statut qui fait qu'ils seraient inaliénables, par exemple, qu'ils appartiennent à l'humanité ou au groupe d'ensemble, ce qui fait que le droit qui pourrait s'appliquer à des animaux, qui commence à arriver dans certains pays, ne serait pas le même qu'un droit qui s'appliquerait à une vie végétale. Bref, Marc-André Sellos et Florence Burga estiment que cet anthropomorphisme pose un problème philosophique majeur. À trop tout rapporter à l'homme, on devient aveugle à la spécificité du monde végétal, ce qui aboutit à une mauvaise compréhension de nos écosystèmes, ce qui fait que certains enjeux, notamment environnementaux, nous échappent complètement. De son côté, Mancuso dit qu'il est illusoire de penser qu'on puisse échapper à l'anthropomorphisme, l'homme ne peut pas se décentrer, c'est pour ça qu'il propose d'élargir notre vocabulaire aux plantes. Mais Florence Burga va plus loin et pose ce problème sous un angle moral. À la fin de son livre, Peter Wohlleben écrit « Cher lecteur, vous qui êtes peut-être en train
les pages de votre livre sont elles consistent à dire les plantes souffrent exactement comme les animaux, même si c'est fondé absolument sur rien. Et c'est une façon de dire aux gens, écoutez, tout souffre, donc ne vous préoccupez de rien. Je vois un petit peu cette entreprise comme un contre-feu à la cause animale. Voilà, la logique des droits des animaux ne va pas être la même que celle qui pourrait s'appliquer à la défense du végétal. Voilà, c'est pour ça que l'aveugle et coupable générosité du biocentrisme, la question environnementale, revient à ne plus considérer le végétal comme des individus, mais à leur appliquer par conséquent une gestion, par exemple. Voilà, ce que dit ce livre et ce qu'il cherche à faire, c'est ça. Alors, la petite récréation finale, c'est le monsieur Gilles Clément qui a eu l'idée de ce jardin planétaire et qui va nous le résumer avec 3 mots outils. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin planétaire? C'est une plante qui voyage au centre Pompidou en ce moment même. Là, on est en mai 2022. Il y a dans le hall du centre Pompidou une expérience merveilleuse. Des individus humains ont été arrêtés dans des gares, dans le musée, etc. On a gratté sous leurs semelles ce qu'il y avait, et puis on a planté ce qu'il y avait sous leurs semelles, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de végétaux dans tous les sens. C'est-à-dire que les végétaux passent leur vie à se balader, entre guillemets, ou à se servir de prétexte pour se déplacer. C'est ça qui peut s'appeler le jardin planétaire. Voici l'explication de Gilles Clément, interviewé à Beaubourg. Vos 3 idées outils, comme vous les appelez, en commençant peut-être par la première chronologiquement, qui est celle du jardin en mouvement. Et dans ce jardin en mouvement, la friche occupe une place tout à fait essentielle, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire, montrer par le jardin, traduire aussi dans le paysage par cette notion de jardin en mouvement? Le jardin en mouvement, c'est un jardin où le jardinier écoute et interprète les énergies naturelles, celles du génie naturel, pour essayer de faire quelque chose où il trouve lui-même sa place. Donc il donne une part à la nature très forte. Il ne dit pas « je vais la maîtriser », mais « je vais travailler avec elle », c'est un dialogue. Il s'appelle en mouvement parce que dans ces dialogues, il y a un moment où les espèces choisissent leur emplacement. Quand une graine vient se semer dans un chemin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la... Il a dit « choisissent ». Il fait un peu d'anthropomorphisme, le monsieur Clément. Laisse là, et ça prend la place du cheminement, ou est-ce qu'on change de chemin de place? Le jardinier du jardin en mouvement dit « je vais changer mon chemin de place parce que cette plante, elle a choisi sa place ». Vous dites quelque part au sujet de la friche, j'aime la friche car on n'y trouve rien qui est à voir avec la mort. Expliquez-nous cette formule. Une friche, c'est un endroit qui est en dynamique vers le climax, qui généralement est une forêt. Le climax, c'est un optimum de végétation. Une friche est donc un lieu qui a été abandonné. Et c'est la raison pour laquelle le terme est dévalorisant, c'est qu'on y avait fait quelque chose qui était bien vu. Tout à coup, il n'y a plus rien. C'est faux. Il y a plein de choses. Une énorme diversité au bout de 7 ans, une considérable au bout de 14, puis un accès à la forêt. C'est dynamique vers quelque chose d'équilibré. Donc, effectivement, ça n'a rien à voir avec la mort. Par contre... Voilà, alors là, on est en plein en rapport avec ce qu'on a vu, c'est-à-dire que le fait de laisser une friche, ce n'est plus le sens du jardin à la française, dont c'est l'opposé absolu, c'est-à-dire le contrôle, le choix de mort et de vie sur les parcelles, mais le fait qu'il n'y a jamais de mort, tout est en train de continuellement se transformer et que ce système-là peut être étudié et utilisé pour faire des jardins. On en a un exemple merveilleux de Gilles Clément à Lyon, sur une dalle en hauteur, la goutte d'or, tête d'or. Il y a des plantes qui meurent, mais elles meurent pour donner naissance à d'autres systèmes. Un roncier va protéger des jeunes arbres. Quand les arbres vont pousser au milieu de ce roncier, faire de l'ombre vont faire mourir les ronces. Mais ça, c'est la dynamique de la friche, avec chaque être servant à quelque chose d'autre dans ce cycle. En plus, on peut l'examiner au regard de ce qu'on vient d'entendre. Il anthropomorphise beaucoup en expliquant, ce qui est une façon de faire de la vulgarisation et de se tromper. Par contre, il est en train de reprendre les qualités ou la particularité de la vie végétale, c'est-à-dire pas de mort, une reconstitution continuelle en flux, pas d'individu particulier, et plutôt un système d'interaction déterminé par le milieu.
Une de vos idées-outils les plus connues peut-être, c'est celle de Jardin planétaire, qui apparaît dans vos écrits en 1996 à l'occasion de votre livre Thomas et le voyageur. Ce jardin planétaire trouve plusieurs illustrations, et notamment Jardin du Railleul en Provence. Il y a eu une exposition aussi à la Grande Halle de la Villette en 1999 qui exprime cette notion de jardin planétaire. Vous dites au sujet du jardin planétaire, le jardin planétaire est un principe et son jardinier l'humanité entière. Expliquez-nous cette phrase. Le jardin planétaire, c'est la terre prise pour jardin. La terre peut être prise pour jardin parce qu'elle répond à la définition du mot jardin. Il se trouve en effet, et c'est un choc, que c'est l'écologie qui nous apprend ça, l'espace est fini. Il est compté, la biomasse est comptée, l'eau est toujours la même. Elle a été bu, digérée par plusieurs animaux, plusieurs plantes et plusieurs générations d'humanité. Elle nous retombe dessus, mais c'est la même. Bref, on est dans un bocal unique. On ne peut pas s'étendre indéfiniment. C'est ça la finitude écologique, c'est ce qu'on appelle la finitude écologique. Notre enclos nouveau, sont les limites de la vie sur la planète, c'est-à-dire les limites de la biosphère. Voilà le nouveau jardin. Est-ce que les jardins du musée du Quai Branly, dont vous êtes l'auteur, le créateur, à Paris, expriment cette notion de jardin planétaire, ou c'est quelque chose d'un peu différent? Non, c'est vraiment une focalisation sur un paysage non occidental, comme il pourrait en exister dans les savanes, dans des zones tropicales sèches, d'où sont originaires certaines des populations dont on montre l'art dans le musée. C'est la raison pour laquelle je voulais mettre un paysage qui ne soit pas un paysage d'Occident. Une autre de vos idées-outils qui intervient à l'occasion d'une commande du Centre d'art et du paysage de Vassivière, dans le Limousin, c'est celle de tiers-paysage. Expliquez-nous ce que c'est que le tiers-paysage. C'est à la suite d'une analyse de paysages autour de ce lac, où il y avait d'un côté, on peut dire mélangé, mais d'un côté la forêt sombre, les pâtures claires, tout ça donnant un paysage équilibré, binaire. Mais moi, je cherchais la diversité. Je la trouvais ni dans la première catégorie, ni dans la deuxième catégorie. Diversité absente. Sous les forêts cultivées, rien. Dans les pâtures, pas grand-chose. Parce que beaucoup d'engrais, beaucoup d'intrants. Et je l'ai trouvé dans des espaces résiduels, là où l'homme ne va pas. Dans les petits bouts de friches, justement. Le long des bords de route. Dans les tourbières où les gens ne vont pas. Dans les anciennes landes climatiques. Bref, dans une série de paysages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais que j'ai appelé le troisième paysage. Et comme je n'ai pas voulu en rester là, j'ai pensé à la formule de Sieyès au moment de la Révolution française, et qui parle du tiers-État, et qui dit qu'est-ce que le tiers-État? Le tiers-État, c'est tout le monde, c'est la diversité. Et moi je parle de la diversité. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Rien, il ne pouvait pas faire grand-chose puisqu'il n'avait pas les moyens. Et moi je dis, voilà, on se trouve en face d'un territoire de la diversité. Certainement, cette diversité n'a pas les moyens de parler pour dire nous avons quelque chose à dire et nous sommes importants, mais nous avons besoin d'elle. Donc c'est un trésor. Donc cet ensemble de délaissés, nous devons le protéger, le regarder comme une grande richesse. Et voilà pour aujourd'hui. Salut tout le monde.